Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue de 180 degrés. Là, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je suis comme vraiment surexcitée parce que je reçois en fait un coup de cœur entrepreneurial depuis très très longtemps. En fait, c'est probablement quelqu'un que vous connaissez déjà. Sinon, ben, je pense que vous vivez peut-être sous une roche. Je sais pas, faudrait voir. Mais en tout cas, mon but aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir Alex sous d'autres angles que vous n'avez peut-être pas entendus. Donc là, je viens de spoiler mon affaire, là. Donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Alex Martel. Et là, pour la présenter, en fait, c'est tout un défi, présenter Alex, parce que c'est comme par où commencer? Par où prendre ça? De quel bord on aborde? En fait, je pense qu'on pourrait tous s'entendre pour dire que c'est une experte en copywriting et maintenant aussi en pricing, donc le pricing de valeur. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer son livre si c'est pas déjà fait. Donc, elle est aussi autrice, formatrice. La liste serait très longue. Je pense qu'on peut tous s'entendre aussi pour dire que c'est une personnalité très attachante de l'entrepreneuriat québécois. Donc, officiellement, bienvenue, Alex. Hey, merci. Je me sens toute flattée et de bonne humeur. Ben oui, je me suis dit, on commence avec les éloges. Ah, j'aurais pu aussi ajouter que tu es une grande amoureuse des grues. Beaucoup de gens t'ont connue comme ça. Absolument. Parce que je pense qu'on s'attend pas à ça, tu sais. Ben oui, c'est clair. Les grues, ça fait partie du personnage. Et maman de crapule et d'iris. Ouais, je trouve plein de choses à rajouter. Absolument. Puis qui sont divines et magnifiques et qu'on aime. Oui. Ah oui. Si vous la suivez sur Instagram, là, c'est fou. Et que vous aimez les chats, vous allez être comblés. Puis si vous aimez pas les chats, on vous veut pas. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Tant pis pour vous, parce que nous, on aime les chats. Mais j'écoutais un documentaire Netflix sur les chats, puis il disait que c'était la deuxième chose la plus consommée sur Internet après le porno. Les vidéos de chats. Oh! Fait que tranche de vie, voilà. Les chats ont quand même une place importante dans notre culture. Oui, parce que quand on se met à regarder du contenu de chats là, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance de contenu à nous montrer. C'est sans fin. Pour la petite histoire, parce qu'avant de commencer, tu sais, à notre discussion sur le pricing, sur plein de sujets super intéressants que j'avais envie d'aborder avec toi, pour la petite histoire, j'ai envie de dire comment nous, on s'est rencontrés. Parce que c'est assez drôle. Moi, Alex, je l'ai connu en 2018 sur le forum de la tranchée, donc d'Olivier Lambert, si vous ne connaissez pas. Et j'étais en train de regarder, tu sais, la possibilité d'être à mon compte, puis de voir qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais des projets. Et là, Alex est venu me parler pour me dire « Hey, mais moi, je pourrais t'aider à t'apprendre à faire ton site web. » Donc, Alex, c'était vraiment pas à l'époque dans le copywriting. Je pense que t'étais comme entre deux eaux. J'étais entre deux chaises. Ouais, c'est ça, exact. Donc, en 2018, c'est toi qui m'as aidé à apprendre à utiliser Divi dans WordPress pour faire mon site web. Donc, je peux dire que c'est grâce à toi si j'ai pu le faire. Ben oui, pendant longtemps, en fait, là, quand j'écrivais des pages de vente, je les intégrais aussi après. Tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé. Là, souvent, quand tu startes en copywriting, tu sais, tu te spécialises pas nécessairement en copywriting. Puis moi, je collaborais beaucoup avec des agences qui faisaient des longs tunnels de vente. Puis c'est ça, je faisais et la rédaction et l'intégration. Puis là, aujourd'hui, ça me semble drôle parce que c'est évident pour moi que c'est deux expertises séparées, mais c'est comme ça que ça a commencé. Un côté... Ouais, mais t'as aussi un côté très techno qui est fort. Fait que je pense que pour un entrepreneur, c'est comme « Ah oui, tu sais faire tout ça, montre-moi. » Ah ouais, non, c'est exactement ça qu'on a fait ensemble en 2018, finalement. Ben oui, fait que on se connaît depuis vraiment longtemps, là, genre, c'est ça. Ben oui. Exact. Fait que là, je me suis dit, mais là, faut que je reçoive Alex sur le podcast. Puis, en fait, ce qui m'a donné l'idée de te recevoir, parce que là, je me disais, bon, j'ai pas envie que tu viennes ici pour nous donner des trucs de copywriting, parce que si vous voulez en avoir, je veux dire, allez sur son site web, je vais mettre le lien. Il y a vraiment beaucoup de contenu là-dessus. C'est pas l'angle que j'ai envie de prendre aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, je t'ai entendu parler, puis je sais pas sur quelle plateforme, mais tu as parlé du fait que tu as longtemps été une entrepreneur qui procrastinait plein de projets, puis qui avançait pas, puis qui stagnait. Puis même, à la limite, tu t'étais qualifiée de paresseuse. Puis on dirait que quelque chose en moi qui a fait « Ah, mon Dieu, je me sens souvent parfois comme ça. » Puis je sais que c'est assez répandu. Je me suis dit « Tiens, c'est de ça que j'ai envie en premier lieu de te parler sur le podcast. »
qu'est-ce que tu veux dire par tu étais procrastinatrice, paresseuse? Dans quel état? Comment ça se manifestait pour toi? Ben moi, j'ai un postdoc en procrastination, là, genre pour vrai, tu sais, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se motiver intrinsèquement. Donc, tu sais, on dit souvent, on parle de motivation intrinsèque quand tu es capable d'aller chercher la motivation à l'intérieur de toi sans avoir besoin de quelque chose qui te pousse, tu sais. Moi, j'ai comme pas ça, là. Ça existe pas, là, chez moi. C'est vraiment... j'ai pas beaucoup de rigueur. Tu sais, à la faculté de droit, j'avais un taux d'absentéisme extrêmement élevé parce qu'en fait, quand le cours m'intéressait pas, j'y allais juste jamais. En plus, les examens étaient anonymes à l'Université d'Ottawa. Ils mettaient comme un sceau par-dessus notre nom sur l'examen. Le prof voyait pas la copie de qui il corrigeait. Fait que là, je me sentais pas en danger que le prof m'aime pas la face parce que j'étais jamais dans son cours, tu sais. Fait que, ouais, vraiment, il y a beaucoup de cours en droit où j'allais tout simplement pas au cours. Entre autres, les profs qui lisaient des PowerPoint en avant. Puis éventuellement, j'ai fini par comprendre que c'était pas normal d'avoir autant des grosses fluctuations dans ma motivation, mes intérêts, tout ça. Et c'est là que j'ai eu mon diagnostic de TDAH, donc pendant mes études en droit. Mais tu sais, rendu là, ça faisait quand même des années que je procrastinais plein de choses. Moi, j'avais comme un pattern dans ma vie qui était... Je m'intéresse à quelque chose, je dis que je vais faire X affaire, je commence à le faire, je me tanne, j'abandonne, je passe à autre chose. Et j'ai répété cette espèce de pattern répétitif-là à plusieurs reprises dans ma vie, au point où c'en était extrêmement dur pour ma confiance en moi quelque part, puis parce que là, tu sais, tes proches finissent par plus te croire. Tu sais, tu dis mettons, je vais me lancer en affaires sur tel sujet, je vais faire tel projet, je vais faire telle chose, puis ça aboutit jamais, tu le fais jamais. Fait qu'éventuellement, tes proches, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, ne te croient plus parce qu'ils t'ont vu trop de fois annoncer que tu allais faire X ou Y affaire puis t'es pas allé au bout de ta promesse, puis toi-même, tu finis par ne plus te croire parce que là, tu te dis crime, ça fait tellement de fois que je me prouve à moi-même que j'abandonne que sûrement que je vais abandonner la prochaine fois aussi. Puis là, je ris, mais c'est vraiment douloureux là, quand t'es là-dedans. Tu sais, moi, c'était le drame de ma vie, là. Je veux dire, je voyais... Tu sais, quand j'ai voulu être infopreneur, là, au début, là, c'était peut-être en 2016, là, j'ai lu le e-book à Olivier Lambert. Puis tu sais, Oli, il a 1 an de plus que moi. Fait que moi, je regardais Olivier aller, puis je me disais, tu sais, je suis intelligente, je suis capable d'écrire des bons articles de blog, j'ai des choses à dire, je suis capable de vulgariser des sujets, je suis une bonne communicatrice, j'ai tout ce qu'il faut pour me partir un blog, moi aussi, puis une business d'infopreneur. Mais je le faisais pas. Je faisais un plan, puis j'abandonnais mon plan. Avant de me focusser sur le copywriting, j'ai eu 60 focus différents que je suis allée au bout de rien, tu sais. C'en était ridicule. J'ai des e-books à moitié commencés, j'ai plein de projets à moitié commencés dans mes notes, mais c'est ça aboutissait pas, ça terminait pas. Puis éventuellement, j'étais comme déprimée parce que je sentais tout ce potentiel-là en moi. Je sentais que moi aussi, je pourrais le faire, mais je le faisais pas. Puis cette espèce, le sentiment là de culpabilité que ça te crée vis-à-vis de toi-même, là, tu te mets à taper taper sa tête, tu sais, je suis paresseuse, j'ai pas de rigueur, je suis pas capable d'arriver au bout de mes projets. Puis on dirait que ça renforcit cette espèce de prophétie-là qui se réalise sans arrêt dans ta vie. Puis ouais, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui passent par là. Hey, clairement. Tu sais, je t'écoute parler, puis tu sais, je me reconnais, là. Ben des affaires commencées. Ultimement, on finit par terminer les choses. Tu sais, justement, je suis là depuis 2019. Toi aussi, tu as accompli beaucoup de choses. Mais ça a été quoi, dans le fond, l'espèce de shift où... Parce que là, je veux dire, on connaît la Alex qui avance beaucoup de projets. Je veux dire, allô. Ben oui. C'est quoi ce shift qui s'est passé? Comment ça s'est fait pour toi? Ben moi, pour vrai, j'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide externe. Tu sais, moi, j'étais la personne qui achetait jamais de formation, là, qui achetait jamais de coaching, parce que je suis très autodidacte, puis j'ai un gros ego, puis je me disais, ils vont rien m'apprendre. Ce monde-là, je suis toute capable de le faire moi-même. Je sais comment faire une stratégie, je sais comment faire un blog, je sais quoi. Tu sais, tu vois, je suis ce genre de personne-là qui veut tout faire par elle-même.
Puis en fait, ce que je comprenais pas, c'est que la portion dont j'avais besoin d'un coach marketing, c'était pas nécessairement de m'apprendre le marketing, mais c'était de me tenir responsable de mon plan, de me garder responsabilisée, d'aller chercher des sources de motivation extrinsèques à l'extérieur de moi-même. Puis ça, c'est commun à beaucoup de personnes TDAH. Là, on essaye toutes de... on essaie de fonctionner contre notre cerveau, quand dans les faits, on a un cerveau qui réagit très fort à la dopamine, puis qui bénéficierait d'aller chercher des sources de gratification à l'extérieur de nous-mêmes. Tu sais, c'est pas vrai là que t'es plus vertueux et génial parce que t'es capable de t'auto-motiver. Fait qu'une première piste, ça a été ma première coach, Stéphanie Forgue, avec qui j'ai pris un programme très structuré là où on avait des devoirs puis des choses à faire. Puis là, t'avais l'air fou quand t'arrivais à la rencontre puis que tu les avais pas faites. Tu sais, si j'avais pas eu ça, avec le groupe, puis que là, tu te sens un peu mal si t'as pas avancé parce que t'as l'air un peu jambon devant tes collègues du mastermind, tu sais, ce genre de format-là, j'aurais probablement eu de la misère à me mettre en action au début. Fait que je tiens quand même à le mentionner parce que là, je vais sûrement donner plein d'autres trucs aujourd'hui, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer la force de la motivation extrinsèque, puis comme trouve-toi quelqu'un là pour comme te regarder travailler. D'ailleurs, il y a plein de recherches là-dessus. Là, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais moi, je tripe bien gros sur les petites startups genre Focusmate, là, que ça s'appelle. Que c'est pour les gens en télétravail puis les travailleurs autonomes. Tu vas sur leur site puis tu peux te booker un rendez-vous pour travailler live avec quelqu'un sur Zoom. Mais pas sur la même affaire, genre c'est juste vous travaillez chacun de votre bord. Sauf que les rencontres sont structurées au début, il faut que tu dises sur quoi tu vas travailler puis tout ça. Puis en fait, la recherche montre que le simple fait d'être en présence d'une autre personne quand tu travailles fait que tu es plus productif. Même si cette personne-là, tu la connais pas, même si cette personne-là travaille pas sur la même chose que toi, même si c'est le regard de l'autre active ta motivation. Puis ça, c'est important de le mentionner. Fait qu'il y a eu ça. Puis je te dirais qu'après, c'était... Oui, je t'écoute. Non, mais c'est parce que ce que tu dis, c'est super intéressant parce que j'ai entendu par certains coachs qu'il fallait absolument avoir une motivation intrinsèque dans le sens où comme si c'était une moins bonne motivation parce que c'était extérieur puis c'est pas pour se satisfaire soi-même. Moi, je trouve que ça, c'est une affaire de neurotypique qui essaye de donner des conseils en faisant comme si ça s'appliquait à toute la planète, quand dans les faits, on a tous une chimie différente de cerveau. Puis moi, si j'attendais après ma motivation intrinsèque pour faire des choses, là, je serais encore en train de pleurer dans mon lit parce que j'ai rien fait. Là. C'est genre, à un moment donné, faut accepter aussi le fonctionnement de notre neurologie. Puis genre, tu sais, je salue toutes les personnes TDAH ou qui ont des symptômes similaires au TDAH pour toutes sortes de raisons. Là, il y a beaucoup de comorbidités qui nous écoutent en ce moment parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont culpabilisé parce qu'ils n'ont pas été capables de la trouver, la maudite motivation intrinsèque. Là. Puis genre, t'es pas une moins bonne personne parce que tu ne t'auto-motives pas. Moi, je crois pas à ça. Genre, Puis de toute façon, c'est le défaut de la qualité. La raison pour laquelle on a autant de difficultés à se motiver, c'est aussi la source de notre créativité. Tu sais, ça va ensemble. Là. La créativité, c'est pas quelque chose que tu peux programmer sur un horaire. Là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, détester cette partie-là de nous, c'est aussi détester la partie créative qu'on aime. Tu sais. Fait qu'il faut apprendre à accepter les deux puis à comprendre que on peut avoir des qualités paradoxales qui sont aussi des défauts puis que c'est correct. J'aime l'ajout. Ouais, vraiment. Je voulais pas te couper dans ton élan, là, parce que, écoute, c'est dans une belle explication, mais je l'ai entendu souvent, puis des fois, même moi, je me culpabilisais parce que je me reconnais dans ce que tu dis, parce que souvent, quand j'ai une attente extérieure ou un deadline de quelqu'un qui attend après quelque chose, je dois tout donner. Mais si c'est moi qui attends après moi-même, c'est très difficile. Ben oui, c'est beaucoup plus difficile, puis c'est beaucoup plus difficile la première fois. Puis ça, c'est là que moi, j'ai vu comment je pouvais construire ma motivation intrinsèque. En fait, ce qui arrive, c'est que la première fois que je fais quelque chose, la première formation que j'ai créée, le premier outil gratuit, le premier webinaire, le premier live Facebook, le premier livre, même, toutes mes premières fois de quelque chose, j'ai besoin d'une motivation extrinsèque. Parce que mon cerveau, il croit comme pas que je vais être capable d'arriver à la fin du projet.
c'est comme si là, je voyais ce que j'ai à faire, puis c'est juste décourageant. Je sais pas par quel bout le prendre. Puis là, les gens, ils disent, rapetisse-le en plus petites tâches. Non, 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 non. Hey, si c'était si facile que ça, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais par moi-même, j'y arrive juste pas la première fois que je veux faire un type de projet. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais me chercher une motivation extrinsèque pour la première fois, fait que mettons mon premier outil gratuit, c'est Steph qui m'a dit là, arrête de niaiser, telle date, je veux le voir. Si tu l'as terminé, tu vas pouvoir le partager dans mon groupe. OK? Fait que là, moi, c'était comme une grosse gratification. Je me disais, je vais aller chercher mes premières inscriptions à mon infolette si mon outil est prêt à telle date. Ben, crime, j'ai pris 2 journées off, je l'ai faite en 48 heures. Je l'ai ramené. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a appris à mon cerveau que créer un outil gratuit, c'est facile et je suis capable de le faire. Ça fait que tous les prochains outils gratuits que j'ai créés, j'ai pu le faire par moi-même, en me motivant moi-même. Parce que là, j'avais la certitude que c'était pas difficile, que j'étais capable de le faire en 2 jours, que c'était le fun, que j'allais recevoir beaucoup de beaux retours positifs, tout ça. Là, la motivation intrinsèque apparaît. Puis ça, là, c'est un pattern que j'observe dans littéralement tous mes projets. Première formation en ligne, je veux tuer tout le monde, c'est vraiment difficile, mais j'ai fait une pré-vente, fait que j'ai pas le choix de la faire. J'ai une grosse motivation extrinsèque. Mes formations suivantes, tellement plus facile de les créer de A à Z. Tu sais, je les ai fait beaucoup plus facilement parce qu'on dirait que là, mon cerveau, il avait appris, tu es capable de faire une formation en ligne. Mon premier livre, là, Ajoute un zéro, je l'ai écrit en 6 semaines parce que le contrat d'édition était déjà signé, là. Mais je sais que le deuxième va être vraiment plus facile à écrire. Parce que maintenant, je le sais que je suis capable d'écrire un livre. Mon cerveau a confiance, genre. Puis cette espèce de mindset-là, de savoir que la tâche a une fin parce que je l'ai déjà accomplie, moi, ça vient comme défaire l'espèce de prophétie procrastinatrice. Mais ça nécessite que j'aille me chercher une motivation extrinsèque la première fois que je fais quelque chose, la première fois que je fais quelque chose de nouveau. Puis de comprendre ça et d'accepter ça, ça m'a vraiment permis d'avancer. Puis là, c'est drôle parce que je projette l'image de quelqu'un qui est ultra productive. Alors que tout ce que je fais, c'est écouter mon corps, tu sais, finalement. Ce dont mon esprit a besoin pour être capable d'aller chercher cette performance-là, je le lui donne au lieu de me faire accraire qu'en faisant comme tout le monde, je vais y arriver moi aussi. Ouais. Puis tu sais, j'ai parlé là, le premier épisode de la saison 3, fait que l'épisode 56, j'ai donné en exemple, j'ai parlé en fait de la création de mon quiz parce que tu m'as invité cet été sur le fly à participer à un panel durant ton festival web de création de contenu. J'avais un quiz dans un cahier sur un bureau qui dormait, qui était en lien avec la création de contenu. Là, ça a fait 1+1. Alex attend après moi, elle en a besoin la semaine prochaine. 1+1, je l'ai fait. Merci, bonsoir. Alors que ça faisait genre des mois que ça dormait. Fait que je relate en mauvais français avec ce que tu dis parce que je pense que le fait de savoir que j'avais la possibilité de le partager à ta communauté dans le cadre du festival, de savoir que tu attendais après moi, il y a eu comme l'effet de levier motivationnel assez fort. Ben oui. Puis tu sais, c'est beau, là, tout ce discours-là qu'on peut s'auto-motiver avec notre pourquoi, là, puis mais genre, c'est pas une réalité pour tous les humains. Puis moi, c'est ça, en fait, que je trouve difficile avec les conseils de productivité, c'est que, hey, j'ai déjà voulu me faire un blog sur la productivité, là, tranche de vie, là, parce que c'était tellement l'angoisse de ma vie que je me documentais tellement là-dessus que j'étais comme, on dirait que j'ai un doc en productivité, tu sais. Mais en 2016, de 2016 à 2018, à peu près, j'ai lu une 20aine de livres sur la productivité, là. Genre, c'était intense, mon affaire, parce que je voulais régler ce problème-là. Puis la réalité, c'est que les trucs que j'ai lus dans ces livres-là ne fonctionnaient pas pour moi, parce que la plupart des gens vont essayer de te faire développer une habitude, vont essayer de te faire développer, mais genre, tu sais, récemment, il y avait une grosse conversation dans un de mes groupes TDAH dans lequel je suis, où les gens disaient « Crime, moi, je suis pas capable de développer une attitude, puis c'est comme consciemment, puis je perds mes habitudes vraiment vite. » Puis moi, je suis pareil. Quand t'es TDAH, là, on dirait que t'as beau... Tu sais, comme là, disons, là, je perdais jamais mon portefeuille parce que je le mettais toujours au même endroit. Je me suis fait voler mon portefeuille, j'ai plus de portefeuille. Ça m'a complètement désorganisé. Là, je perds mes cartes partout. L'habitude a comme disparu très, très rapidement à partir du moment où j'avais plus de portefeuille. Là, j'en rachète un, puis il faut que je recrée l'habitude. Tu sais, c'est pas tout le monde là qui a le même cerveau, puis pour qui les trucs, genre, vont fonctionner de la même façon aussi rapidement, tout ça. Puis ça, c'est bon dans toutes les sphères de l'entrepreneuriat. Genre, moi, j'encourage tout le monde à arrêter d'essayer de changer
qui ils sont, puis comment ils fonctionnent, puis de faire plutôt de l'ergo, c'est-à-dire ton environnement, ce qu'il y a autour de toi, comment ça peut travailler pour que tu combattes ta procrastination. Tu sais, si tu te rends compte que, comme moi, tu as besoin de motivation extrinsèque, moi, j'ai approché 5 personnes à qui j'ai écrit, puis je me suis auto-créé un mastermind. J'avais pas une scène pour faire un mastermind dans ce temps-là. J'ai écrit à Charles d'Avignon, j'ai écrit à des infopreneurs que j'admirais. J'ai dit, hey, on se fait un mastermind, on se rencontre une fois par mois. Je me suis entourée comme ça, puis je suis allée créer cette motivation extrinsèque-là par moi-même, même. Parce qu'à un moment donné, je voyais bien que ça fonctionnait pas sinon. Fait que c'est vraiment genre ton truc numéro 1 pour... C'est mon truc, ouais, ultime, là, vraiment. Là, ultime. Ah ouais, vraiment. Le deuxième, je te dirais, qui a été un gros apprentissage pour moi, c'est d'avoir plus de temps libre. De pas avoir un horaire... Tu sais, encore là, un truc de productivité qu'on voit vraiment souvent, fais des pomodoro, bloque des temps dans ton horaire, puis ce temps-là, il est réservé à telle chose, tout ça. Mais moi, en fait, à toutes les fois que j'essayais d'appliquer ces bons conseils-là, ça ne fonctionnait pas, ça stickait pas. Ça faisait que j'avais un bloc qui était censé être pour écrire ou j'avais un bloc qui était censé être pour de la création de contenu, mais là, mon cerveau, ça, il tentait pas de créer du contenu. Et donc, il se produisait juste rien. Puis là, je culpabilisais de rien faire, fait que je pouvais même pas m'amuser. Parce que là, quand je m'amusais, ben je me sentais mal de m'amuser parce que je m'étais mis un bloc d'autre chose. Fait que là, je me sentais mal. Tu recrées. Ben oui. Le pattern de culpabilité. Tu te reposes même plus. Genre, t'es comme, soit t'es pas en action, puis tu culpabilises. Soit t'es semi en action. Genre, il y a comme rien qui se passait. Puis moi, en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que j'ai juste moins d'énergie que la moyenne. Il y a des gens, tu sais, je regardais des gens autour de moi être très prolifique, par exemple en écriture, parce que moi, j'étais copywriter, le nombre d'articles qu'ils étaient capables de produire par semaine, puis moi, je me comparais à ça et j'essayais de bâtir un horaire qui allait me permettre de produire le même nombre de livrables, mettons. Puis là, à un moment donné, il a fallu que j'accepte que moi, mon processus, quand j'écris, il y a beaucoup de marinade, il y a beaucoup de réflexion, j'ai besoin de trous, en fait. Et là, c'est quand j'ai commencé à radicalement alléger mon horaire que, comme paradoxalement, je me suis mis à, là, je peux pas croire que je vais dire ça dans un podcast, mais à chier du contenu. Genre, littéralement, là, comme... tout a changé, tu sais, je me suis mis à être beaucoup plus créative, beaucoup plus productive, alors que j'avais moins de tâches dans mon horaire. Parce qu'en fait, c'est ce dont mon cerveau avait besoin pour être créatif. Puis c'est ce dont mon cerveau avait besoin pour que cette création de contenu-là se passe. Tu sais, fait que tous les tests là, que tu peux faire pour savoir, bon, mettons, c'est quoi ton chronotype, là? Tu sais, est-ce que t'es plus du matin ou du soir? C'est quoi ton... Je suis ours. T'es ours, moi je suis lion. Fait que tu sais, savoir c'est quoi ton chronotype, c'est quoi ton meilleur horaire de sommeil, c'est quoi les moments dans la journée où t'es vraiment productif, c'est quoi, tu sais, moi je sais qu'une rencontre Zoom, genre j'en fais une, puis après ça je veux tuer tout le monde, puis j'ai plus d'énergie. Là, après notre entrevue, là, j'ai un live, là, puis c'est tout ce que je fais dans ma journée. Là. Aujourd'hui, tout ce que je faisais dans ma journée, c'était des Zooms, parce que quand je fais des Zooms, man, j'ai plus de jus. Genre. Fait que apprends à te connaître comme ça, puis construis ta productivité autour de toi. Au lieu de toi essayer de te changer pour suivre les conseils de Joe de la productivité. T'sais. Ça, là, ça a changé ma vie, définitivement. On peut avoir un amen! Ouais, c'est fou parce que, tu sais, moi, je suis une bonne... Je suis une bonne cliente pour les formations de productivité, des trucs, puis j'ai vraiment beaucoup essayé de choses. Là, j'essaye de structurer l'horaire avec des blocs, mais des fois, c'est un bloc, c'est comme... c'est un bloc de temps réservé, tu sais, mais je sais pas à quoi, tu sais. Mais ça me parle parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'espace dans l'horaire. Visuellement, des fois, c'est un peu angoissant là, quand tu regardes ta semaine à venir, puis t'es comme, tu sais. Ah ouais, tout à fait. Tu avoir du fun. Tu sais, t'as bloqué des journées où t'es juste en production, tu sais, juste pour toi, pas pour des clients, pas pour des Zooms, tu sais, de juste ça, là, comme bloque des journées dans ton calendrier, man, là, pour laisser de l'espace, laisser respirer ton génie créatif, ça, c'est super important. Ouais, effectivement. Fait que je te dirais, pour moi, les étapes de mon déblocage de procrastination, ça a vraiment été, en premier, accepter que j'ai besoin d'une source extrinsèque de motivation. En deuxième, réaliser que quand j'ai fait quelque chose pour la première fois, après, c'est plus facile. Fait que ça, c'est vraiment empowering parce que là, tu réalises que
OK, c'est pas une condamnation à vie. Une fois que je vais l'avoir fait, tu sais, comme là, t'as fait un quiz, là, je te demanderais de refaire un quiz demain matin, Mélanie, tu le ferais bien plus rapidement. Oh ouais, amenez-en des quiz, là. Ah ouais, genre, tu sais tout ce qu'il y a à faire, tu sais comment ça marche, puis tu sais que t'es capable de le faire, puis que ça t'a apporté des résultats. Tu sais, il y a de quoi de vraiment... on dirait que ton cerveau, il apprend dans ce contexte-là. Ouais, effectivement. T'sais. Fait qu'il y a ça. Ouais. Puis adapter ton environnement plutôt que t'adapter toi en tant que personne. Ouais. Elle est vraiment super intéressant. Puis dans le fond, il y a un deuxième volet qui est pas tellement, j'ai l'air de sauter du coq à l'âne parce que c'est pas vraiment lié à la procrastination puis à ce qu'on vient de discuter ensemble. C'est que en fait, on fait partie toutes les deux d'un mastermind. Puis cet été, on s'est réunis, la gang du mastermind. Puis à un moment donné, on a eu une discussion sur l'échelle de valeur. Donc, dans le fond, comment on quantifie, comment on fait notre pricing d'offres quand on a plusieurs offres différentes, comme du 1 à 1, des formations, membership. Puis cette discussion-là m'a vraiment interpellée parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait comme entrepreneur très, très souvent comme erreur, de mal graduer nos offres, d'évaluer notre 1 à 1. Fait que là, j'ai comme plein de questions pour toi parce que je sais que ça va être parlant pour ceux et celles qui vont écouter le podcast. En fait, ma première question pour toi, c'est quoi l'erreur finalement que les entrepreneurs font quand ils offrent du 1 à 1 dans leur offre de service, mettons, que tu vois le plus souvent? La grosse erreur là, que je vois vraiment souvent, c'est le coach ou le consultant ou le conseiller, peu importe, qui commence à avoir vraiment beaucoup de clients en individuel. Fait que là, cette personne-là est comme « Wow, tu sais, ça marche bien mes affaires, beaucoup de gens veulent avoir accès à mon expertise, mais j'ai plus de temps. » Donc, pour sauver du temps, je vais faire de la formation, ou je vais faire des groupes, ou je vais faire, bon, là, tu commences à prendre des formes à ton produit ou ton service dans l'objectif de scaler, d'aller chercher plus de gens, ok? Ce qui semble tout à fait logique. Et là, donc, la personne crée son programme de groupe, met beaucoup d'énergie sur la page de vente, dans le lancement, et en vend très peu. Et là, m'écrit pour me dire c'est bizarre parce que mon lancement n'a pas vraiment marché sur ma formule de groupe. Tout le monde a acheté de l'individuel à la place. Fait que j'ai l'impression que ma clientèle, tout ce qu'ils veulent, c'est travailler en individuel avec moi. Puis là, ils me disent tout le temps ça, tu sais, moi, les programmes de groupe, ça marche pas pour moi parce que mes clients, à moi, sont spéciaux. Ils préfèrent travailler en individuel avec moi. Et là, ça m'énerve parce que ces gens-là, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est leur faute si les gens ont acheté de l'individuel. Puis pourquoi est-ce que les gens ont acheté de l'individuel? Ben, c'est parce que l'individuel, Mélanie, c'est ce qui vaut le plus cher. Moi, au niveau où je suis rendue dans ma business, quand j'ai besoin de me faire aider sur un sujet, c'est bien rare que je vais acheter une formation. Je vais être bien honnête avec toi, là. Je cherche pas... Tu sais, moi, récemment, je parlais un peu des 3 archétypes de travailleurs autonomes. Là. Pour moi, il y en a 3. Tu as l'exécutant, qui est comme la personne à qui tu donnes une tâche, puis elle fait la tâche. Okay? Tu as le conseiller qui est consultant, qui va faire du one-on-one, qui va te donner des conseils, et t'as le réalisateur qui vraiment accomplit quelque chose pour toi, mais insuffle son expertise dans ce qu'il accomplit. Fait que, par exemple, un copywriter, une graphiste qui fait plus que de l'exécution, tu sais, qui te donne des conseils, qui a de l'initiative. Moi, je m'entoure de réalisateurs au stade où je suis dans ma business parce que ça a beaucoup de valeur pour moi d'engager quelqu'un qui en 1-1 me fait bénéficier de son expertise à ce niveau-là. C'est ça que je recherche, c'est ça qui a le plus de valeur. Si tu dis à ton client, pour 1000 $, tu peux aller dans une formation de groupe, ou pour 150 $ de l'heure, tu peux venir me consulter en 1-1. Quel client qui a une tête sur les épaules ne va pas prendre le 1-1? Genre, tu sais, tu viens de... En fait, c'est que tu positionnes ton coaching individuel ou ta consultation ou ton offre individuelle tellement à un prix qui est près de ton prix de groupe que les gens seraient idiots de ne pas choisir d'aller avec l'individuel. Et ça, c'est pour ça que c'est un move qui est plus complexe qu'on le pense, d'ajouter des programmes de groupe à un écosystème qui existe déjà en 1-1. C'est que si tu viens pas valoriser l'individuel avec toi en augmentant le prix pour que l'accès en 1-1 soit plus difficile, ben tout le monde va se tourner vers le 1-1. Et tu seras pas capable de vendre ton programme de groupe. Puis là, j'entends certaines entrepreneurs me dire « Ah, mais là, faut-tu que je baisse mon prix de mon prix de groupe? » Je pense qu'ici, c'est vraiment En fait, mais qu'est-ce que tu répondrais à l'entrepreneur qui est pas nécessairement... tu sais, que son horaire est pas plein encore, mais qui veut quand même faire un programme ou une formation ou...
Est-ce que c'est tellement l'enjeu quand on est plein dans l'horaire? Ben oui, moi je dirais, es-tu une licorne, là? Parce qu'à un moment donné, pour faire des programmes de groupe qui apportent réellement de la valeur aux gens puis tout le kit, ben ça prend du volume. Genre, on va se le dire, c'est pas un modèle d'affaires qui se rentabilise avec peu de gens. Si t'as de la misère à remplir tes consultations individuelles, je suis désolée, mais je vois aucun contexte où ça va être facile pour toi de remplir un groupe. Genre, ça va ensemble. Si ton individuel n'est pas facile à vendre, le groupe va être tout aussi difficile à vendre. C'est pas plus facile vendre une formation ou vendre l'individuel. Genre, au contraire. Parce que l'individuel, ça a beaucoup de valeur. Si tu es capable de me prouver que tu es une experte, que tu as une certaine crédibilité, tu peux me vendre de l'individuel à gros prix puis avoir peu de clients puis être rentable. Versus un modèle de groupe ou de formation en ligne, ben ça nécessite davantage de gens pour être rentabilisés parce que normalement, les prix vont être un petit peu plus bas. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vendent des programmes de groupe à gros prix, là, mais encore là, tu vas voir l'individuel de ces gens-là, il va être encore plus cher. Parce que ça reste que c'est l'individuel qui a la plus grosse valeur. Tu sais, quelqu'un qui est capable de vendre un programme de groupe à 5000 $, mettons, ben cette personne-là fait probablement pas de consultation individuelle. Son temps a tellement une grosse valeur que le seul moyen de collaborer avec cette personne-là, c'est en groupe ou dans une formation. Fait que c'est vraiment... en fait, c'est de comprendre que quand tu donnes un prix à quelqu'un, la personne n'évalue pas la valeur en silo. Elle se dit pas genre, ah oui, cette formation-là, ça vaut définitivement 1700 $. Elle va checker combien ça coûte ton individuel puis elle compare les deux. C'est certain. Ben oui. Genre, tout le monde le fait. C'est tellement logique. Puis tu sais, aussi, toi, ce que j'ai remarqué aussi avec les années, ben les mois, c'est toute la place que t'as laissée pour les petits produits. Tu sais, parce qu'on te connaît comme, ben moi, je vais te proclamer la Queen's Pricing, tu sais. Puis, tu sais, souvent, les gens associent pricing de valeur à charger vraiment cher, tu sais, parce que c'est sûr, ce serait le raccourci à prendre avec le titre de ton livre, tu sais, ajoute un zéro. Absolument. On pourrait dire, ben, elle veut qu'on charge plus cher. Oui, mais pas dans toutes les circonstances, puis pas à n'importe quel prix. Fait que, tu sais, c'est quoi ton thinking par rapport, par exemple, là, à ton nouveau membership? Tu sais, avec le prix super accessible que tu offres, on s'entend qu'un entrepreneur qui est pas capable de faire du volume, c'est suicidaire, là, tu sais. Absolument. Absolument. Puis tu vois, tu mets le doigt dessus. C'est de comprendre, en fait, que tes prix, c'est un écosystème, puis ça, c'est connecté directement sur ton modèle d'affaires. Puis c'est pas tous les modèles d'affaires puis toutes les stratégies marketing qui sont capables de nourrir les mêmes offres. Tu sais, je le mentionnais tantôt, si t'es un réalisateur, OK, mettons, toi, t'es un copywriter vraiment expert qui apporte des gros résultats à tes clients. Ou toi, t'es une graphiste, ça coche comme aimer ma graphiste, puis là, t'apportes vraiment des bons résultats à tes clients. Ben, tu peux charger des prix élevés pour des prestations 1-1, puis t'auras pas besoin d'avoir une visibilité immense pour aller générer un revenu très intéressant. Parce que tu vas prendre peu de clients à prix élevé, juste par le bouche à oreille. Je veux dire, tu fais le logo ou le site web d'une personne qui a un certain rayonnement. Cette personne-là, si elle a moindrement un peu de gentillesse en elle, va parler de toi et rapidement, tu finis par te faire un bon roster de clients intéressants et tu peux être bien plus rentable que bien du monde qui vend des formations en ligne. Si tu veux vendre du groupe ou des formations, ben le volume apparaît. Puis plus tu veux vendre un produit qui est peu cher, plus tu dois en vendre beaucoup pour générer un revenu. C'est une réalité. Fait que moi, quand j'ai appelé mon livre Ajoute un zéro parce que quand tu appliques le pricing de valeur, tu te mets à considérer ces variables-là. Puis l'impact habituellement, c'est que ton revenu va augmenter. Puis tu vas aussi avoir des zéros de plus dans les heures libres dans ta semaine, by the way. Genre, ça vient vraiment t'ajouter du temps et de l'argent dans ta vie. Mais c'est pas vrai que la méthodologie du pricing de valeur te fait toujours arriver à un prix élevé. En fait, tu peux appliquer cette méthodologie-là et constater que tu devrais baisser ton prix parce que la valeur perçue est pas assez élevée. Puis moi, au stade où j'en suis maintenant, j'ai mis beaucoup d'énergie à me bâtir une grosse communauté. Ma communauté est pas encore énorme, mais à mon échelle à moi, elle est énorme. Tu sais, moi, j'avais 1000 abonnés à mon infolette, j'étais déjà toute excitée, là. Fait que, là, au moment où on enregistre ça, je suis à 16 000. C'est extrêmement excitant pour moi, là. Genre, je suis vraiment fière d'avoir bâti cette audience-là. J'ai mis beaucoup d'énergie dessus. Et là, j'ai atteint
une audience qui a une taille assez grande pour que vendre un produit à 17 $, ce soit intéressant. Puis là, ce qui est cool, c'est qu'un produit à 17 $, comme la perception de valeur n'a pas à être très élevée, mais je peux me permettre de faire un produit qui est très léger à offrir pour moi aussi. Tu sais, mon membership, on s'entend, c'est audio seulement. Hier matin, c'est-à-dire quand j'ai fait mon moment dans Joyeux Chaos, j'étais en pyjama, là. Tu sais, je venais de me lever, j'étais assise ici à mon bureau, en pitch, je buvais genre mon café, j'étais couettée, j'avais même pas mes lunettes, là. Tu sais, je veux dire, c'est génial parce que j'ai pu créer un véhicule qui est très facile à soutenir pour moi. Et je me sens très à l'aise de le vendre parce que le prix est bas et je sais que les gens en ont pour leur argent à 17 $ par mois. Mais avoir voulu lancer ce produit-là il y a même juste 2 ans, j'aurais pas pu le rentabiliser. Ça aurait même pas été une question de valeur perçue, ça aurait été une question de j'ai pas une assez grosse audience pour rentabiliser ce produit-là à ce prix-là. Et donc, je me serais tournée vers autre chose, tu sais. Mais définitivement, moi, j'adore les petits produits, là. Genre, je m'en vais vraiment dans cette direction-là. Là, je révise bientôt le prix de ma plus grosse formation en copywriting. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'épisode, mais je suis là-dedans, tu sais. Puis mon but, en fait, ça va être d'avoir une formation à prix très élevé, tu sais, dans les quelques milliers de dollars. Et tous mes autres produits, j'aimerais qu'ils soient 500 $ et moins. L'ensemble de mes autres produits. Et plusieurs produits en bas de 100 $. Fait que c'est dans cette direction-là que je m'en vais parce que j'ai choisi d'avoir une entreprise où je vais chercher beaucoup de gens, mais pas nécessairement donner beaucoup de temps à un, pas nécessairement suivre mes clients activement sur le long terme parce que moi, j'aille ça. Si toi, t'aimes ça, bravo. Oui, j'aime ça. Je te confirme, je suis une grande fidèle. J'ai les mêmes clients depuis 3 ans. Là. J'en ai qui me suivent. Moi, on se parle là, de 6 mois, là, puis je suis comme, je suis tannée, là, je changerais. J'exagère. Next! Ouais, c'est ça. J'exagère, mais pour vrai, j'ai pas une grosse tolérance à faire des suivis, à faire du 1-1, j'ai besoin de changement, tu sais. Fait que, il y a tout ça aussi qui joue, là. Genre, une business de volume, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent le contact proche. Puis je respecte beaucoup ces gens-là, j'admire beaucoup ces gens-là. Tu sais, faut bâtir en fonction de nous ce qu'on préfère aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que là, on sort, j'ai l'impression, d'une grosse tendance. Ben, on n'en sort pas complètement, remarque, là, mais d'une tendance aux fameuses offres premium, si on veut. Dans ma année, tout le monde parlait, ça te prend une offre premium, une offre signature. Tu sais, il y a plusieurs noms pour tout ça. Puis c'était comme présenté comme la seule façon de vivre de ta business, tu sais, convenablement. Puis c'est venu avec, tu sais, je l'ai vu dans les clients qui sont venus vers moi en accompagnement. Tu sais, il y en a beaucoup qui avaient eu ce genre de formation avec des discours-là. Fait qu'ils avaient toutes comme bâti une offre premium, mais tu sais, sans réflexion vraiment sur quel genre de modèle d'affaires ils voulaient pour leur business. Ben oui, puis comment je vais valoriser cette offre premium-là, tu sais, puis est-ce que les gens vont être déçus? Parce que moi, si j'achète quelque chose de 10 000 $, là, t'as intérêt à me livrer quelque chose qui va me flabbergaster, là. Sinon, je vais sentir que tu m'as volé. T'as pas envie que tes clients sentent que tu les voles, by the way. C'est pas le fun. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime pas du premium, en fait, c'est qu'il faut donner beaucoup quand on demande beaucoup. Puis moi, je suis paresseuse. Je te l'ai dit tantôt, Mélanie. Moi, j'aime ça, tu sais, donner du contenu préenregistré, puis aller me coucher, puis aller prendre un bain, puis faire des trucs live qui sont le fun pour moi, puis qui me demandent pas nécessairement beaucoup d'énergie, puis écouter mon flow, tu sais, j'ai pas les aptitudes que ça prend pour donner un programme premium à la hauteur de ce que ça vaut un programme premium. Fait que je le fais pas. La seule chose premium que je fais, c'est ma certification. Il y en a 6, ça dure 1 an, puis c'est tout. C'est la seule chose. J'ai 6 clientes en individuel dans mon année, et c'est ma capacité maximale. Puis c'est correct que ce soit ma capacité maximale. Puis c'est ça que j'aime pas des espèces de discours de tout le monde devrait faire ci, tout le monde devrait faire ça. Genre, c'est pas vrai que tout le monde a les aptitudes, les compétences, l'envie, les capacités, les qualités qu'il faut pour que le modèle d'affaires premium soit idéal pour eux. C'est juste pas vrai. De la même façon que c'est pas... Tu
sais, il y a Hélène Sarah, là, que tu dois connaître, Bécotte, qui est spécialisée en mathématiques, qui a fait un calculateur de génie pour voir si ça vaut la peine de créer une formation en ligne, pour faire prendre conscience aux gens. Regarde c'est quoi le coût de créer une formation en ligne, regarde c'est quoi la grosseur de ton audience, regarde, essaie de faire les chiffres un peu, là, ça vaut-tu vraiment la peine pour toi de créer une formation, ou c'est un besoin que tu t'es créé parce que les gens qui créent des formations sont très visibles, parce qu'ils ont un modèle d'affaires qui nécessite qu'ils soient très visibles. Mais des gens qui font beaucoup plus d'argent que les formateurs dans l'ombre, il y en a plein, là. Ben oui, fait que certainement. C'est ça que je trouve tough, tu sais. Moi, quelqu'un qui m'a beaucoup éduqué sur les petits produits, j'ai un ami entrepreneur qui fait bien plus d'argent que moi avec un produit à 47$. Puis quand on s'est connus d'ailleurs, il coûtait 27$ son produit, puis genre ça m'a renversé, là. J'étais là, waouh, ce gars-là, genre, il fait plus d'argent que moi, plus d'argent que bien des clients pour qui j'ai fait du copywriting, puis crime, tout ce qu'il vend, c'est un produit à 47$. Est-ce qu'il est visible? Est-ce parce qu'on parlait de volume? Très visible. Lui, c'est de l'infoproduit. Ouais. C'est un infoproduit à 47$. Je le nommerai pas parce que c'est quelqu'un qui est quand même privé au niveau de ses... tu sais, c'est pas quelqu'un qui va montrer ses chiffres, c'est pas quelqu'un, mais n'empêche, c'est quelqu'un qui est très niché, qui est infopreneur, pas en B2B, en B2C, fait que consommateur, pas à des entrepreneurs en plus, qui fait beaucoup plus d'argent que moi et qui vend un produit à 47$ qui est un PDF. Wow. Ça te remet les choses en perspective, là. Là, tu réalises que peut-être que ce que tu penses vrai, parce que ben des gens veulent que tu fasses comme eux, parce qu'ils veulent te vendre leur formation pour que tu fasses comme eux, c'est peut-être faux. Qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais comme toi tu veux? J'aime ça parce que ce que t'amènes en fait dans la discussion, c'est vraiment, tu sais, à déconstruire un peu plein de discours qu'on entend. Tu sais, quand on rentre, on met le pied dans la porte de l'entrepreneuriat, là, il y a tellement de discours qu'on entend qui sont répétés, qu'on finit par prendre ça pour la vérité, tu sais, qu'on finit par prendre... Tu sais, moi, je me suis longtemps tapé sur la tête parce que j'en ai pas d'offre signature, dans le sens que mon offre signature, finalement, c'est mon accompagnement, mais j'ai pas un programme de groupe. Tu sais, pour l'instant, à court terme, c'est vraiment pas dans ma vision, tu sais. Mais quand t'entends ça depuis le début, tu sais, je fais comme, non, ben, je suis en retard sur un échéancier qu'on connaît pas, tu sais, sur des objectifs qui sont pas les miens, finalement, tu sais. Ah oui, puis tu sais, tantôt, je parlais de motivation extrinsèque, puis de se trouver des coachs et tout, mais c'est quand même important de les choisir parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'engager un coach pour aller chercher de la motivation extrinsèque, mais finalement, c'est quelqu'un qui te dit quoi faire, genre, puis qui t'écoute pas, puis qui te suggère des stratégies qui sont peut-être zéro alignées avec toi, ce que tu veux quitter. T'sais, moi, là, il y a beaucoup de coachs qui m'ont dit... Fais moins de produits. Alex, arrête, t'as trop de projets. Tu vends trop d'affaires, tu fais trop de produits. Tu devrais te concentrer sur une seule chose et ton entreprise serait plus rentable. Ils ont peut-être raison, tu sais. Mais là, dans 2 semaines, je m'en vais en Angleterre à une retraite avec Elizabeth Goddard, qui est une coach british que j'adore, même pas une coach, une infopreneur, genre de business en ligne british. Puis Elizabeth, ce qui me fait triper sur sa business, c'est que sa business est messy, là. Tu sais, sa business est un bordel, là. Elle vend plein de stocks différents. C'est chaotique. Il n'y a pas de ligne directrice claire et ça fonctionne à un. Cette fille-là va bientôt faire son premier million. Tu sais, fait que moi, je trouve ça le fun parce que je peux observer un peu son modèle d'affaires puis je me sens pas full loin non plus derrière elle. Mais tu vois, ça m'a fait du bien de la voir parce que tout le monde te dit, fais 3 offres, une échelle de valeur avec ton offre signature, l'affaire plus petite, le produit d'entrée, puis arrête de t'éparpiller. Mais what if toi, t'aimes ça, t'éparpiller? Ça peut-tu marcher aussi d'avoir plein de petits tunnels de vente avec plein de petits produits? Ben oui, ça peut. Regarde, Elisabeth, elle le fait. Fait que ça, on dirait que une clé aussi, peut-être, c'est d'observer plus de modèles d'affaires différents, en fait, puis de pas juste gober les paroles d'une personne. Puis ça, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des panels au FWCC, by the way, c'est parce que moi, j'aime ça quand on oppose des points de vue, parce que c'est là qu'on réalise que personne n'a le même cerveau, personne n'a les mêmes préférences, puis c'est pour ça que personne devrait avoir la même stratégie. C'est ça, tout peut exister, coexister, puis ça fonctionne, tu sais. Ben oui. C'est beau. Ça. Fait que t'as intérêt à expérimenter pour trouver, toi, c'est quoi, là? C'est quoi qui est le mieux aligné pour toi? C'est quoi qui va fonctionner, que tu peux soutenir avec ton modèle d'affaires, puis qui te fait triper, genre, que t'as du fun, puis qui te fait pas chier à dire, hey, je suis obligée de créer une offre signature. Exact. Bon, puis là, mettons là, que je te ramène à ton livre, ajoute un 0. Si on avait à retenir une seule chose de ce merveilleux livre,
ce serait quoi, selon toi? La valeur est dans les yeux de celui qui regarde. Oh, c'est beau. C'est même... tu pourrais même être love coach. Ça s'applique aussi en amour. C'est tellement ça. C'est l'erreur que font la plupart des gens. Les gens, ils pensent que pricer à la valeur, c'est comme, hey, salut, moi, j'ai décidé que c'est ça la valeur de ce que j'offre. C'est encore lisse, là, que toi, tu penses que ça a de la valeur, ton corps. Hey, je sac vraiment beaucoup aujourd'hui parce que... Je vais mettre explicite. Ouais, c'est ça, tu le mettrais explicite, je m'excuse, là, je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est ça, tu sais, les gens pensent que le pricing de valeur, c'est comme faire un inventaire de la valeur que tu apportes comme dans un vacuum. Tu sais, mettons, moi, j'offre du coaching, puis ça permet tel bénéfice, mais c'est pas ça. La valeur que je veux que tu identifies, c'est celle que ton client perçoit. Puis si tu ne communiques pas sur ta valeur, si elle n'est pas perçue ou comprise par ton client, on s'en fout qu'elle existe. Parce que le client sera pas prêt à payer pour. Puis c'est ça la job d'un copywriter. La job d'un copywriter, c'est d'augmenter la valeur perçue des choses. Puis ça, c'est un morceau qui manque à beaucoup de gens. Les gens voient les transformations chez les quelques clients qui sont eus. Ils sont comme, voyons, c'est le meilleur programme du monde. Pourquoi personne l'achète? Mais c'est pas parce que t'apportes de la valeur que cette valeur-là est dans les yeux de la bonne personne, est vue et comprise par ton client. Puis souvent, c'est là que le bas blesse, tu sais, c'est que moi, j'arrive sur la page de vente, puis je suis comme, OK, mais non, là, genre, ton client, il parle pas ce langage-là, il percevra jamais la valeur de ton programme. Ou, mettons, t'as fait une super page de vente, mais ton individuel coûte 150$ de l'heure, fait que tout le monde prend ton individuel à la place. Tu sais? Ouais, c'est un excellent exemple. Tout ça, ça joue sur la valeur perçue, puis s'il y a un concept que j'aime de mon livre, puis que je répète, c'est bien celui-là. Wow, génial. C'est vrai que ça s'applique aussi en amour, fait que tu pourrais faire un mini programme sur le dating. Ouais, en tout cas, ça fait du temps que ça avec Marc, là, je suis pas full pro du dating. Ah, j'avoue. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Nous, on est dans des relations long terme en plus. Je sais pas pourquoi on parlerait de dating, hein, non, c'est ça. On s'évade. Puis écoute, Alex, d'abord, je veux te dire merci pour la belle discussion parce qu'écoute, ça foisonne dans ma tête, puis je suis sûre que ceux et celles qui vont écouter aussi. Mais comme dernière question, en fait, j'ai envie de t'offrir l'opportunité de partager un outil avec ceux qui vont écouter. Fait que soit un de tes outils à toi, un outil que tu as découvert récemment que tu aimes bien, puis je mettrai le lien. Tu m'as un peu tendu une perte dans notre pré-discussion de podcast, mais je pense que je vais plugger Jasper parce que Jasper, qui est mon nouveau meilleur ami. Je l'ai présenté à mon éditrice. Elle m'a dit, Alexandra, merci tellement de m'avoir introduite à Jasper. Je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Jasper étant une intelligence artificielle, donc un logiciel d'intelligence artificielle basé sur GPT-3, qui permet d'écrire des choses. Et je m'en sers depuis à peu près bientôt 8 mois. J'arrête pas de dire 7 mois, mais le temps avance. Fait que bientôt 8 mois que j'utilise ce logiciel-là pour écrire mes articles de blog, pour brainstormer, pour pallier à toutes les choses que j'aime moins de l'écriture. Puis tu sais, tantôt, au début du podcast, on parlait de procrastination. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de facilité à choisir mon sujet, faire la recherche, planifier de quoi je vais parler. Puis souvent, ça bloque vers le milieu, là. Comme écrire une conclusion, j'aime ça. Il y a souvent un paragraphe que j'ai pas envie d'écrire, fait que là, je fais plus rien, tu sais, des choses comme ça. Puis ce que j'aime avec Jasper, c'est que quand tu payes pour le plan du milieu, pas le plus cher, mais lui au milieu, tu peux comme utiliser en boss mode, où là, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, mais juste quand t'en as besoin pendant ton processus d'écriture. Puis c'est vraiment cool. Fait que j'ai un lien affilié si vous avez le goût d'avoir 10 000 mots gratuits, c'est lesmotspourvendre.com/Jasper, Jasper. There you go. Ouais, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Écoute, je suis en train de tester, grâce à toi d'ailleurs, chère influenceuse que tu es, le boss mode, justement. Puis j'avoue que c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant ce qu'on... Ah ouais. Puis là, j'ai écouté un peu le genre de webinaire ou des vidéos, tu sais, que Jasper propose pour expliquer comment ça fonctionne. Puis là, je découvre des nouvelles façons que je pourrais travailler pour certaines rédactions. C'est sûr que, c'est la question que je pense que mes clients vont me poser, c'est, c'est-tu parfait du premier coup? C'est-tu un texte qu'on peut signer? Non, on s'entend. Faut gérer nos attentes. En fait, mais c'est une excellente base. Moi, je dis souvent que c'est un assistant, c'est pas un remplaçant. Puis les meilleures personnes, tu sais, les personnes qui sont les mieux préparées à utiliser un outil comme Jasper, ce sont les gens qui ont déjà des bonnes bases en rédaction. Tu sais, si tu sais déjà créer du bon contenu, Jasper va juste
te permettre d'en créer plus rapidement. Si par contre tu ne sais pas créer du bon contenu, ça sert à rien, là, achète pas de Jasper. Genre, t'arriveras à rien. Ouais, c'est ça, ça va. Ça prend un éditeur humain intelligent pour le guider puis pour, réécrire des fois. Absolument. Exact. Ben, c'est un super outil à explorer, en tout cas. Fait que je vais mettre tous les liens. Puis, en fait, un énorme merci, Alex. C'est vraiment intéressant. Je suis contente de t'avoir entendu parler de ta procrastination. Je trouve que ça rend légitime la nôtre, en tout cas la mienne. Je sais pas pour ceux qui vont écouter. On est une gang de créatifs procrastinateurs dans ce monde. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a une étude à faire là-dessus. Absolument. Merci Mélanie pour l'invitation puis pour le sujet. Ça fait changement de mes sujets habituels. Je suis vraiment contente. Oui, vraiment contente. Fait qu'un gros merci puis bye tout le monde!